Artistes et scientifiques parfois s'allient pour alerter, sensibiliser justement à ces enjeux environnementaux. On va avoir un exemple avec la présentation qui suit. Elle s'intitule Arctic Blues, création et réchauffement climatique. Elle vous est présentée par deux intervenants. Il y a Laurent Chavot, qui est écologue, et Emmanuel Asquette, qui est commissaire d'exposition. C'est à vous. Merci mille fois, merci de nous avoir invités pour cet exposé qui devrait être quelque chose de l'ordre du voyage, avec plusieurs voyages proposés simultanément. D'abord un voyage depuis la rade de Brest vers l'Antarctique et l'Arctique. Donc vous allez voir, vous allez entendre parler de plongée sous la glace et de biodiversité polaire. Mais également un voyage qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre, des difficultés qu'ont des scientifiques à s'exprimer, à se faire entendre sur la beauté de notre discipline, la beauté de la nature, la beauté de la biodiversité et l'extrême fragilité. Et peut-être le plus important dans notre exposé, la beauté de la catastrophe, un espèce de paradoxe qui montre que l'Arctique est en train de fondre, l'Antarctique va le suivre, et ce qu'on observe, c'est déjà une catastrophe en cours qui n'est pas sans charme. Ce paradoxe-là, on aimerait en parler sous un volet artistique associé à un volet qui sera scientifique. Donc je laisserai Emmanuel parler de la partie artistique et je ferai le début de cet exposé qui est ancré, je le répète, sur des histoires de Coquille Saint-Jacques et de rade de Brest. Arctic Blues est donc le point final de cet exposé. On a monté une exposition qui fait ce mariage art et science et qui présente, depuis la rade de Brest, un voyage de 30 ans dans la sérendipité, dans l'improvisation de la recherche fondamentale en écologie, pour finir avec de la musique et des outils qui nous permettent, au moins on le pense, de communiquer, d'intéresser un plus jeune public en utilisant, vous allez voir, le bruit que fait une coquille Saint-Jacques, le bruit que fait un homard, le bruit que fait une araignée, ou le bruit d'un glaçon ou d'un iceberg en train de se briser, ou la glace, ou un glacier qui vèle. Bon. Alors l'histoire, elle naît à Brest et je vais vous emmener plonger sous la glace, pas beaucoup. J'aurais pu vous en parler pendant des heures et on va rester modeste sur cette partie plongée sous la glace. Mais quand même, on ira là-bas. On commence en rade de Brest avec une question très très simple qui est pourquoi le stock de coquilles Saint-Jacques s'est-il effondré? Pourquoi les débarquements ont-ils disparu au cours de l'hiver 63-64? Et surtout, là, on avait de très bonnes raisons et des façons assez simples d'expliquer cet effondrement. Ce qui nous intéressait, ce qui a intéressé le maire de la ville de Brest, c'est pourquoi ce stock reste-t-il à ce niveau relictuel pendant les 15 ans après l'apparition de la banquise sur la rade de Brest. C'est-à-dire que l'hiver 63-64, il a fait tellement froid que les coquilles Saint-Jacques ont fini par mourir. La question n'était pas sur cet effondrement, mais bien sur ce niveau relictuel. Et ça fait écho exactement à ce que vient de dire Laurent sur des problèmes d'espèces invasives, de destruction d'habitat, de surpêche. On avait une liste de 7 hypothèses. Sur les 7 hypothèses, on peut piocher dans chacune de ces hypothèses pour trouver une partie de l'explication. Bon. Et dans les études qui, au cours de la fin des années 90, visaient le cycle vital de la coquille Saint-Jacques, on essayait de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. On a évidemment, comme sur les arbres, je vais faire écho à exactement ce que tu viens de dire, une coquille Saint-Jacques, ça a l'avantage de marquer le temps comme un arbre. On voit alterner des bandes claires avec des bandes sombres et on est capable, en regardant une coquille Saint-Jacques, de connaître son âge. Et qu'on est capable de, comme sur un arbre, comme sur une stalactite, comme sur une carotte de glace, comme dans les sédiments, comme dans les coraux, la distance qui sépare deux marques claires est finalement une croissance annuelle. Et ça, c'est un paramètre extrêmement important quand on fait la gestion des pêches, à voir la vitesse de croissance des animaux qu'on va pêcher. Le truc, c'est qu'on a découvert en étudiant ces croissances que quand on fait un zoom, une coquille Saint-Jacques dépose quelque chose qui s'appelle une strie à l'échelle du jour. Et immédiatement, cet animal est devenu un calendrier. Le temps figure sur la surface d'une coquille Saint-Jacques à l'échelle du jour. Une marque journalière apparaît et donc on est capable de calculer la croissance journalière des coquilles Saint-Jacques et d'étudier sa relation à l'environnement, pas à l'échelle de l'année comme sur un arbre, mais à l'échelle du jour. Ça en faisait une première et je fais un résumé de 10 ans de recherche et on arrive au bout de 10 ans à se dire mais finalement si je suis capable, c'est ce que vous voyez là-haut, si je suis capable
d'utiliser la perceuse qu'utilise votre dentiste et de récupérer un peu de poudre de carbonate de calcium de ce squelette et d'étudier la chimie de ce squelette. Alors, et comme je suis capable de le faire à l'échelle du jour, j'ai mes petits repères temporels qui sont déposés sur cette coquille. J'ai donc la possibilité d'aller étudier la composition chimique d'une coquille Saint-Jacques à l'échelle du jour. Et c'est ce que vous voyez sur ce graphique. La température de l'eau de mer figure en bleu, mesurée juste à côté de la coquille Saint-Jacques sur laquelle j'ai prélevé ces carbonates. J'ai mesuré quelque chose qui s'appelle, peu importe la composition isotopique en oxygène, et vous voyez qu'on a trouvé dans la structure même de cet animal la possibilité de calculer la température de l'eau de mer tous les jours. Cette coquille Saint-Jacques, c'était l'animal que vous connaissez, qui est le plat festif des Français à Noël, l'animal que vous imaginez comme la chose que vous allez préparer à Noël et manger le jour de Noël ou la semaine de Noël en période hivernale, en fait, est devenu un thermomètre avec une précision journalière, je le répète, qui archive l'information qui nous intéresse quand on parle de changement climatique et qui l'archive à l'échelle du jour avec une précision de 0,2 degrés. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la précision d'un thermomètre médical. Ouais. Donc cette association entre un animal que vous considérez comme quelque chose qu'on va extraire, donc je fais écho à ce que vient de dire Laurent, qu'on va extraire de son environnement et des protéines qu'on va ingérer, donc qui donne une valeur à un écosystème en termes de biens et services, là en termes de biens, parce que c'est ce que vous allez manger. Vous voyez, cette valeur-là exprimée à l'échelle de l'écosystème Rade de Brest ou de la façade atlantique, là où l'animal se développe, cette valeur devient infinie, puisqu'on est en train de parler d'un outil scientifique, d'un animal qui, depuis 25 millions d'années, enregistre tous les jours la température de l'eau de mer. Ouais. Et évidemment, on ne parle plus de nourriture, on parle d'outils. Et si vous étendez ce concept à la biodiversité en général, en fait, vous ne pouvez pas imaginer quelle est la valeur de la biodiversité, puisqu'elle est dépendante des découvertes et du niveau de connaissance que vous avez sur cette biodiversité. Bon. Ce détail étant passé, une fois que vous vous dites « je suis capable de le faire avec une perceuse de dentiste », si vous sophistiquez un petit peu l'histoire, vous descendez à une échelle qui est proche de la demi-heure, proche de 10 minutes. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on mesure la température de l'eau de mer toutes les 10 minutes avec le pétoncle géant du Canada. Bon. Vous voyez, ces coquilles, une fois qu'on a commencé à se dire est-ce que je peux étudier non pas son squelette mais les mouvements de cet animal, là vous voyez un accéléromètre qu'il y a dans votre téléphone. Cet accéléromètre, on s'est amusé à le coller et on a décrit en Antarctique et en Arctique les mouvements de ces animaux. Et un jour on s'est dit, c'est ce que vous entendez, mais finalement si elle fait du bruit, je vais l'entendre bouger. Et un hydrophone posé dans l'eau en Rade de Brest, vous enregistrez les coquilles Saint-Jacques, à chaque fois qu'elle ferme ses valves, l'eau sort de ses valves et vous entendez ce souffle. Et c'est ce souffle-là qui aujourd'hui nous renseigne sur les propriétés de l'eau. S'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau, si une algue toxique apparaît, si les propriétés de l'eau lui sont défavorables, alors elle a un comportement anormal qui finit par faire un mouvement de ses valves anormales et ce mouvement, il est détectable par le son. Ensuite, évidemment, si vous le faites sur une coquille Saint-Jacques, vous vous dites je peux le faire sur un grand crustacé. Là, vous entendez une araignée à Belle-Île-en-Mer qui mange et vous détectez par le son des animaux. Et si vous étendez le concept, vous allez jusqu'aux paysages que l'on peut. Les paysages acoustiques renseignent sur la biodiversité et renseignent sur le comportement des animaux. Évidemment, à l'inverse, aujourd'hui, l'actualité est quel est l'impact de l'installation d'une éolienne, j'ai parlé de l'installation, sur une coquille Saint-Jacques. C'est la question qui est posée aux Bretons et que posent les pêcheurs bretons. Quel va être l'impact sur ces animaux, des bruits additionnels que l'on ajoute. Quand vous avez, je vous parle de ça parce que vous allez voir, on va parler de musique et ce sont ces sons-là qui sont utilisés ensuite en musique. Évidemment, quand vous savez le faire en Bretagne, vous savez le faire à l'échelle de la planète. Et on a voyagé, on a étudié, c'est pas exhaustif, un grand nombre de mollusques qui enregistrent des informations sur les propriétés de l'océan mondial. Et je vais vous emmener là, il se trouve qu'il y a un pétoncle qui fait tout le tour de l'Antarctique, qui est le pétoncle antarctique, et qui a le bon goût de vivre sous la glace. Et on a appris au départ de la Bretagne à plonger, à faire des trous dans la glace et à plonger avec mon collègue Erwan Amis. Donc le CNRS a développé quelques compétences pour aller faire des trous, plonger sur la glace, descendre et inventer et déployer des méthodes qui permettent, celles qu'on a mis au point en Bretagne, c'est juste un transfert vers des environnements un peu plus sévères. Et c'est là qu'on va virer vers une approche artistique puisque c'est plonger.
ces moments un peu, je ne sais pas comment vous dire ça simplement, mais les moments d'émotion assez fortes parce que l'eau est vraiment froide. Les amitiés qui naissent entre deux plongeurs ou deux scientifiques dans ces moments-là sont extrêmement fortes. Et l'esthétique, ça se voit sur ces images, l'esthétique est tellement dingue que vous avez du mal à vous remettre de ce mariage entre une biodiversité hallucinante pour un biologiste, avec des formes animales qui font du gigantisme et des animaux qui sont réellement beaux. Je ne parle pas des phoques, hein, je parle d'invertébrés et d'une biodiversité en éponge ou en échinoderme. Cette biodiversité-là, associée à ces plongées, dans ces moments de plongée, créer quelque chose qui était au retour, même si on était avec un raisonnement caréné et des justifications très fortes pour essayer d'étudier l'impact du changement climatique sur quelque chose que l'on connaît, ce pétoncle polaire, vous voyez, avec ces stries qui répondaient à nos attentes. On avait quand même une difficulté qui était liée au fait qu'il y avait un mal-être des scientifiques de ces missions au retour, tant le décalage entre l'esthétique, la poésie, la beauté et l'emprise de la glace ou ces bruits, ce que vous entendez, nous ramener en Bretagne avec un blues, pour ça qu'Arctic Blues va répondre à ça, un blues post-polaire, vous voyez. Bon. Et c'est ce blues-là qui m'a fait approcher l'agence Magnum. Et en fait, cette exposition artistique de Jean Gomis à Brest, au Quartz, et cette photo en particulier a fait que je me suis dit, il faut qu'on emmène des artistes parler à notre place. Je le faisais mal, je le fais encore très très mal, mais parler de cette beauté et peut-être sensibiliser une partie de la population qui devra accepter qu'on est en train de détruire quelque chose d'absolument fabuleux. Cette image-là, ce livre-là, est à l'origine de notre travail. Donc, on bascule sur quelque chose qui sera beaucoup plus artistique. Bonsoir. Oui, alors moi, je vais vous raconter comment j'ai été associée à ce laboratoire pour faire travailler des artistes avec les chercheurs de Bibest. Donc, Laurent m'a approché pour faire partir Jean Gomis en mission arctique. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'associer l'artiste pour qu'il puisse être une seconde voix, en fait, qu'il puisse lui aussi restituer de façon peut-être plus sensible le travail du scientifique et aussi poser un autre regard sur un écosystème en mutation, en plein changement. Donc le format qui a été choisi pour associer les artistes, c'est le format d'une résidence. Une résidence en mission, puisque la mission, c'est un moment intime, c'est un moment où l'on quitte son quotidien. Donc toutes les conditions sont réunies pour produire, pour créer, pour réfléchir et pour regarder ensemble. Donc l'artiste ici, il est acteur à part entière de la mission, comme le scientifique, il est associé dès le départ. On va même chercher les financements ensemble. Enfin, voilà, il est là dès le départ, il réfléchit avec les scientifiques, il prépare le voyage en même temps qu'eux. La peintre, elle ramène ses pinceaux, ils préparent leur équipement polaire, tout ça se fait ensemble. Ensuite, ce cadre de mission de résidence permet une interrogation mutuelle sans que chacun se prenne pour l'autre. Ça, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que Laurent, tu pourrais nous en dire deux mots. C'est identifié comme un des écueils d'entrée de jeu, c'est de demander aux scientifiques de ne pas se mêler de la production artistique et de ne pas dire à un photographe tu devrais photographier ça parce que c'est joli, ouais. Et à l'inverse avoir un espèce de recul de la partie des artistes en mission pour essayer de respecter les contraintes et les besoins liés à une démarche scientifique, ouais. Donc le but, ça va être de multiplier les regards sur un écosystème soumis au réchauffement climatique pour en rendre compte de façon analytique, bien sûr, mesurée, mais aussi sensible. Et ça, c'est la nouvelle porte d'entrée qui nous intéresse. Donc on a commencé par inviter un photographe qui est un photographe de l'agence Magnum. L'agence Magnum, vous connaissez peut-être, c'est l'agence qui a été créée par Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, ces grands photojournalistes du XXe, XXIe siècle. Et Jean Gomis fait partie de l'agence Magnum. Il a intégré cette agence par un travail sur les pêcheurs, sur les derniers chalutiers au long cours. Donc il s'est embarqué pendant 8 ans avec ces pêcheurs et a restitué un travail qui avait touché Laurent. Voilà, donc Jean Gomis, ça paraissait évident, parce qu'un photographe, c'est vraiment quelqu'un qui... Les scientifiques sont habitués à travailler avec des photographes, donc c'était une première approche assez évidente. Donc Jean Gomis a fait, comme il le fait en tant que reporter, des photographies
d'auteur, bien sûr, très personnel, sur les scientifiques au travail, en noir et blanc. Ça, c'était le premier aspect du travail qu'il a posé sur ses missions. Il est parti 4 fois, une fois au Svalbard, 3 fois au Groenland. Donc il est bien connu des équipes maintenant. Et voilà, il a restitué avec une écriture photographique très très personnelle, et des cadrages qui montrent toujours des actions, des choses assez dynamiques. Le travail d'une mission. Et puis, entre ces moments, puisque lui ne plonge pas, donc il faut attendre les scientifiques, il faut attendre sur le bord de la... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais sur le bord de la glace. Il a posé un regard sur le paysage, il s'est retrouvé confronté à un espèce de vide, comme il lui dit lui-même, et il a eu envie de restituer aussi ce qu'il ressentait, ce qu'il voyait autour de lui. Donc il a commencé à photographier en couleur, ce qui était assez unique pour lui, le paysage du Groenland et du Svalbard. Donc les glaciers, le terrain, il a fait des gros plans, il a fait des vues d'avion, il a fait des vues plus lointaines. Et en fait, ça a été son vrai travail de recherche. Donc travailler sur, ce qui se fait souvent, mais l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et c'est un travail qu'il a vraiment affiné au cours des missions. Et vous verrez tout à l'heure comment il l'a restitué. Et puis, il s'est aussi amusé avec son iPhone. Voilà, puisque l'iPhone peut être aussi un outil esthétique assez puissant. Et il a développé toute une technique de prise photographique à l'iPhone. Vous envoyez quelques extraits. Si tu veux dire 2 mots, Laurent, sur ce qu'on voit là. Voilà, ce sont des échantillons. Donc voilà un photographe qui prend nos échantillons en photographie et qui les expose finalement en grand format à partir d'un iPhone. Et c'est une découverte de la preuve, si vous voulez, que finalement un scientifique 1000 fois passe à côté de cette image et jamais ne prend cette image et jamais ramène des esthétiques qui sont pourtant le quotidien, quoi. Ouais. Alors dans les choses qui ont été un apport assez hallucinant, je trouve, dans notre petit groupe. Alors c'est un tout petit univers quand même, les scientifiques qui plongent sous la glace de l'Antarctique, il n'y a pas une foule de personnes, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement Erwan Amis, qui était le photographe officiel du CNRS dans nos missions, quand je dis officiel, c'est une plaisanterie, mais a changé sa façon de photographier et revient avec des images qui sont complètement folles, et l'emprise ou l'empreinte de Jean Gomis est nettement visible. Peut-être qu'on accélère un peu. Ouais. Donc Jean Gomis, premier photographe évident, et puis après ça on a invité d'autres artistes, donc des peintres, une peintre, un vidéaste, des plasticiens, une dessinatrice, un écrivain et des réalisateurs radiophoniques. Voilà, ils sont tous là. Donc ça amène parfois, quand ils partagent la même mission, à des regards croisés sur un même objet, là une serre. Ça amène aussi à des interactions entre scientifiques et artistes plasticiens qui récupèrent des dollars des sables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour en faire des installations in situ dans le paysage. Une illustratrice qui, elle, s'est immergée dans le laboratoire pendant près de 6 mois et qui a restitué pour l'exposition dont nous allons vous parler en dessin. Voilà. Et puis enfin, suite aux recherches acoustiques, on s'est associé avec la scène des musiques actuelles de la ville de Brest, la Carène, qui nous a proposé de travailler avec 3 musiciens. Donc des musiciens en musique électronique, ça paraît plus évident dans un premier temps, puisque on travaille sur la matière dont Laurent vous a cité tout à l'heure. Voilà. Donc après tout ça, il fallait restituer, et c'est là que moi je suis entrée en jeu pour mettre en scène un peu toutes ces productions que nous avons retransmises au grand public sous la forme d'une grande exposition. Une grande exposition qui a été exposée à Brest, aux ateliers des Capucins. Donc les ateliers des Capucins, c'est un tiers-lieu un peu comme celui-ci. Ce n'est pas un musée, donc il fallait trouver des idées de scénographie. Ici, une fresque scientifique. Voilà, là, c'est le travail de Sandrine Pommel. Benjamin Deroche. Et avant la débâcle, une autre partie de l'exposition. Puis, voilà. La nouveauté, c'est vraiment dans notre paysage là, de scientifiques, c'est ce mariage avec ce genre de structure et de musique, où on invite en fait le public à écouter des productions musicales. Ouais, donc au sein de cette exposition, il y avait une grande structure, un dôme géodésique, sous laquelle on restituait les premières productions des musiciens. Donc là, on va vous en faire écouter un morceau exclusif, ça s'appelle Les Gorgones. En fait, c'est une série de morceaux qui sont des portraits de... Bon, je vous laisse écouter, de scientifiques.
L'artiste s'appelle François Joncourt. Myriade d'organismes marins qui émettent des sons. Alors c'est un mariage entre les bruits du homard, de la coquille Saint-Jacques, oui, c'est ça qui est étonnant, des bruits de battage, avec du violoncelle fait par la violoncelliste de Biosec, Mirabel, et des violoniste de Tésar. et la guitare La grande sèche. nouveauté là-dedans, et peut-être un des apports, c'était le fait que les étudiants en thèse sont invités à travailler des artistes en mission et en dehors des missions. Ouais. Voilà. Un peu long. Dire. Alors pour laisser du temps aux intervenants suivants, comme vous avez pris le temps de nous montrer ces photos et tout ça, on n'aura pas le temps de discuter avec vous, mais on vous a largement entendu et c'était très intéressant, passionnant. Merci à vous.